Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce vendredi 19 juillet. L'inauguration de l'exposition La Flamme Olympique au fil du temps, c'était hier soir en présence du couple princier. 40 torches provenant de la collection privée du souverain, visite guidée dans ce journal. J-2 avant le contre-la-montre Monaco-Nice, dernière étape grandiose du Tour de France 2024. Le commissaire général Christian Tornator nous donnera toutes les infos pour en profiter. Ce parcours de 35 km des victimes du terrorisme et leurs proches l'ont effectué aujourd'hui à vélo. Nos équipes les ont suivis, un défi qui force le respect. C'est sur ce même tracé que Peace and Sport organise dimanche l'opération Roulons pour la paix. Au départ, une trentaine d'athlètes et de personnalités. Son directeur général Jean-Jérôme Perrin-Mortier sera notre invité. À quelques jours des Jeux de Paris, ne manquez pas l'exposition La Flamme Olympique au fil du temps au Grimaldi Forum. L'occasion unique de découvrir la collection privée des torches olympiques du prince Albert II. Un voyage dans le temps et dans l'histoire. L'inauguration s'est déroulée hier soir en présence du couple princier. Le reportage de Frédéric Elion et Lionel Bernardi. La célébration de l'olympisme se poursuit en principauté après le passage de la flamme olympique le 18 juin. Le couple princier a inauguré jeudi soir au Grimaldi Forum l'exposition La Flamme Olympique au fil du temps. L'occasion de découvrir toutes les torches des Jeux Olympiques d'été et d'hiver depuis les Jeux de Berlin en 1936. 40 torches issues de la collection privée du souverain. Les torches olympiques sont apparues, on va dire, dès les années 36 jusqu'à 2024. On a la chance d'avoir la flamme olympique de Paris 2024. Donc on a conçu une échelle du temps. Mais les torches au début c'était plutôt du fonctionnel, c'était un objet. Et puis petit à petit, les pays ont compris que ça pouvait être le reflet esthétique, artistique de leur pays. On voit Lillehammer qui est une flamme excessivement complexe dans son design, mais tellement proche de leur philosophie scandinave. Donc ils ont compris qu'ils pouvaient, à travers la torche, montrer au monde entier leur design, leur esthétique propre. Donc la torche est devenue un symbole incroyable de technologie, de design et aussi de rassemblement social. Cette exposition est aussi un hommage à l'héritage olympique de la famille princière. Elle célèbre le centenaire de la médaille d'or olympique de John B. Kelly Sr. en aviron à Paris. C'était le souhait du prince de pouvoir honorer la mémoire de son grand-père qui, en 1920, avait déjà fait médaille. Et en 24, il réédite avec la médaille d'or en double. Et voilà, et donc on est 1924, 2024, 100 ans. C'était l'occasion ou jamais de le faire. Et c'est comme ça qu'est née cette collection. Ces torches reflètent la passion du souverain pour le sport, l'olympisme et ses valeurs. Des grands rubans ondulent et mettent en avant des mots qui résument l'esprit du CIO. Sous chaque torche, un QR code à scanner vous donnera des informations précises sur leur spécificité. L'exposition est gratuite, ouverte tous les jours de 10h à 20h jusqu'au 18 août. Vivement dimanche, vivement la dernière étape du Tour, Monaco s'apprête à vivre un grand moment de sport, un contre-la-montre jusqu'à Nice. Nous sommes en duplex avec le commissaire général de l'étape du Tour de France à Monaco. Bonsoir Christian Tornator. Bonsoir Sébastien. C'est la 7e fois que la Principauté reçoit le Tour, mais ce départ aura une saveur très particulière. Effectivement, c'est une épreuve qui n'est pas un grand départ ni un prologue comme on les a fait notamment en 2009. Il s'agit d'un contre-la-montre individuel. Donc c'est vraiment la lutte contre le chrono. Et est-ce que ça va porter ses fruits dans le classement final, puisque vous savez que pour l'instant il y a encore quelqu'un qui est largement en avance. Mais je pense qu'il va y avoir quand même des réajustements dans la journée d'aujourd'hui et dans la journée de demain. Ce qui fait que on peut avoir des surprises encore dimanche, et d'autant plus que le temps risque de ne pas être vraiment de la partie et ça risque de compliquer les affaires des cyclistes dans les descentes notamment. Voilà, donc le contre-la-montre, c'est vraiment quelque chose de spécial que l'on n'a jamais fait en Principauté et on va le découvrir. Alors ça demande une organisation un peu particulière, mais sinon on est quasiment prêt. Oui, effectivement, c'est une course contre la montre aussi pour les organisateurs. Que va-t-il se passer dans les prochaines heures ?
Eh bien, dans les prochaines heures, on va terminer le barriérage de la totalité du parcours. Ça fait quand même 8000 mètres de barrières à positionner. Alors, on a attaqué déjà hier. On essaye de travailler la nuit de préférence pour ne pas épuiser ni les résidents, ni ceux qui posent les barrières, parce que c'est quand même une charge importante. Et puis, à partir de demain soir, les véhicules d'ASO vont arriver pour installer à la fois le podium de départ sur la ligne de départ du Grand Prix qui est à mes côtés et toutes les structures qui vont composer le village du Tour, ainsi que les camions de production télé et la zone de vie qui doit être installée dans le parking des pêcheurs. Donc tout cela arrivera demain soir à partir de 18h. Vous nous rappelez les temps forts de cette journée de dimanche ? Alors dimanche, à partir de 7h, les équipes vont arriver sur les 3 paddocks qui sont disposés sur le quai Albert Ier, la route de la piscine côté sud et le quai Antoine Ier. Donc c'est là où tous les motorhomes, les camions ateliers et les vélos de contre-la-montre seront disposés. Donc on a intérêt à venir les voir en préambule de la manifestation. À partir de 10h, la route sera fermée sur la totalité du parcours et cela jusqu'à 20h. Donc prenez vos dispositions si vous voulez vous déplacer en automobile. En revanche, si vous voulez vous déplacer à pied, aucun problème puisque toutes les traversées sont prévues et seront tenues par des bénévoles sur la totalité du parcours. À 11h40, les premiers coureurs effectueront leur reconnaissance jusqu'à Nice, soit à vélo, soit en voiture, jusqu'à 12h40. À 12h40, vous aurez le départ des cadets juniors. C'est une opération organisée par un partenaire de ASO du Tour de France qui s'appelle Continental et qui invite dans chaque ville-étape le club local à participer exclusivement comme privilège à l'étape qui suivra donc leur départ. À 13h10, il y aura le passage de la caravane. Oui, et ça c'est un moment très attendu, hein. Surtout dans un territoire de 2 km², c'est un sacré défi pour vous. Ben le défi, c'est surtout celui d'arriver depuis Nice directement par l'autoroute jusqu'à Monaco. Après, une fois qu'ils seront sur la ligne de départ du Grand Prix, ils prendront leurs aises, mais je pense qu'il y a un petit peu d'angoisse aussi bien au niveau de la principauté qu'au niveau des organisateurs qui vont prendre le départ avec eux depuis Nice, parce qu'il y aura à peu près 200 véhicules publicitaires et pratiquement une demi-heure de passage sur le parcours à partir du boulevard Albert Ier. Ils vont donc traverser toute la principauté pour rejoindre Beau-Soleil, puis la Turbie, Èze et Nice pour terminer. Donc au moins une demi-heure de passage. Et le premier départ du concurrent aura lieu à 14h40, dans l'ordre évidemment inverse du classement, jusqu'au leader qui partira à 18h45. Depuis quand préparez-vous cette journée marathon et combien de personnes sont-elles mobilisées sur ce projet ? Alors, en ce qui concerne les bénévoles qui vont justement tenir les points de cisaillement, là où on autorise ou pas les traversées de piétons, il y a à peu près 120 personnes. Donc une trentaine dédiées à la logistique parce que on ne sait pas encore, comme je vous disais tout à l'heure, si il fera beau ou mauvais, mais en tout cas on prévoit le chaud. Et donc il faut les abreuver, les alimenter, les remplacer, les coucouner parce qu'ils seront sur le terrain pendant une douzaine d'heures. Et c'est énorme. Vous avez connu l'adrénaline des grands événements quand vous étiez à l'Automobile Club de Monaco. Est-ce qu'il y a des similitudes dans l'organisation entre un Grand Prix, un rallye et une étape du Tour ? Je pense que la similitude, c'est simplement l'heure de départ du premier concurrent. La seule différence, c'est que sur un Grand Prix, ils sont tous groupés comme sur une étape du Tour normal. Là, c'est un contre-la-montre, donc c'est presque, on va dire, une qualification. Où le public pourra-t-il approcher les équipes et encourager les coureurs ? Alors, les approcher, c'est très simple, puisque les 3 paddocks qui sont disposés, comme je vous l'ai dit, sur le quai Albert Ier, la route de la piscine et le quai Antoine Ier, sont cerclés de barrières, mais ce sont des barrières basses et on peut s'approcher au plus près des coureurs, des équipes et surtout des vélos qui sont des vélos contre la montre, pour le contre-la-montre, qui sont des vélos complètement différents des vélos traditionnels. Et c'est là qu'il faut venir à partir de 11h pour profiter de la matinée et après se positionner tout le long des barrières qui sont disposées sur la totalité des 3 km 400 du parcours en principauté pour les admirer à partir de 14h40. Merci Christian Tornator et à dimanche donc. À dimanche avec plaisir Sébastien, au revoir.
Monaco-Nice à vélo, un défi relevé aujourd'hui par 70 victimes et familles de victimes du terrorisme. 4e édition du mouvement Together Stronger pour rendre hommage aux personnes décédées, sensibiliser le grand public et développer la solidarité entre victimes. Le reportage de Frédéric Elion et Thomas Deus. Chaque jour, chaque victime doit gravir seule sa montagne. Afin de sensibiliser le grand public sur les très lourdes conséquences du terrorisme, le mouvement Together Stronger voit le jour en Belgique en 2021. Depuis, Vie Europe, en partenariat avec d'autres associations de victimes du terrorisme, organise chaque année un rassemblement en marge du Tour de France. Après avoir grimpé des cols mythiques comme le Mont Ventoux en 2021 ou l'Alpe d'Huez en 2022, les participants s'attaquent ce vendredi au contre-la-montre final du Tour entre Monaco et Nice. En fait, ce peloton Together Stronger représente tous des victimes et des survivants de terrorisme d'un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous représentons 12 pays et 4 continents. Et c'est une initiative qui a vu le jour en 2021, après les 5e commémoratifs de Bruxelles, où il y avait un certain engouement, mais très vite on s'est rendu compte que la société allait continuer à avancer et qu'il fallait quand même pouvoir monter quelque chose pour aider ceux qui peinent toujours et qui ne font absolument pas de la comédie, que du contraire. Et voilà, et aujourd'hui, arrivé sur la promenade des Anglais, là où il y a 8 ans, l'incroyable, l'effroyable s'est produit, c'est un moment fort, c'est un moment qui sera très émotionnel. Parmi ce peloton, certains étaient au Bataclan en 2015, d'autres ont perdu un proche lors des attentats de Berlin en 2016, ou étaient sur la promenade des Anglais à Nice la même année. Le fait de se regrouper, en fait, c'est un peu une sorte de résilience. Ça permet en fait de mieux anticiper, de s'aider les uns les autres. Et donc Together Stronger, plus on est ensemble, on est plus fort. Voilà. Je suis moi-même une rescapée des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016. Cela remonte il y a 8 ans et depuis 8 ans, en fait, c'est un réel challenge. Ça ressemble à un col où tous les jours, c'est vraiment un défi. En sachant que j'avais 0 chance de survie, je suis passée par 4 ans d'hospitalisation et plus de 60 opérations aujourd'hui. I'm an ambassador, I was a triathlete and I got injury, I got paralysis from the chest down. And I won the Ironman of Hawaii in 2006 and I competed in the half Ironman of Monaco. It was a really tough race and now I'm really happy to be here with all those lovely people and to share the values and yeah, it's really nice. Plus fort, tous ensemble, lors des 20 dernières années, plus de 10 millions de personnes ont été des victimes directes ou indirectes du terrorisme. Un tracé entre Monaco et Nice qu'emprunteront aussi les participants de Roulons pour la paix, une parade co-organisée par ASO et Peace and Sport. Son directeur général Jean-Jérôme Perrin-Mortier est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Que va-t-il se passer dimanche à 10h, boulevard Albert Ier ? Alors dimanche à 10h, c'est des athlètes et des personnalités de la société civile qui vont se rassembler avec un t-shirt blanc, symbole de la paix par le sport, pour effectuer la dernière étape du Tour de France qui part de Monaco pour arriver à Nice. Alors bien évidemment à vélo, avec, on espère, beaucoup de gens pour soutenir cette initiative. Et c'est le prince Albert II qui donnera le coup d'envoi, hein ? Oui, bien sûr, le souverain va donner le coup d'envoi et évidemment notre président Joël Bouzou et Christian Prudhomme sera présent à ce moment-là. Alors parmi les personnalités qui seront au départ, 2 de vos ambassadeurs, 2 champions de la paix, Marlène Arnois et Marc Raquil, on les écoute. Pour moi, c'est très important parce que je suis ici d'un art martial qui justement incarne ces valeurs de solidarité, de respect, d'unité, de paix. Et je pense que c'est important, c'est un très beau message envoyé lors de la dernière étape du Tour de France, de réunir plus de 40 champions et de faire symboliquement cette parade pour la paix tous ensemble. Pour moi, c'est simplement une fierté de pouvoir concrétiser par la sueur mon engagement pour l'association. Donc au total, une trentaine d'athlètes et de personnalités vont participer à cette opération. Vous nous donnez d'autres noms ? Alors bien évidemment le quadruple vainqueur du Tour de France, Chris Froome, qui est aussi champion de la paix. Nous allons avoir aussi Thomas Vauclair, Marion Rousse et 2 athlètes de la métropole niçoise, Mathieu Fèvre et Mathieu Bailey. Pourquoi c'est si important pour Peace and Sport d'organiser cet événement dans l'événement ?
Déjà, c'est super intéressant d'être dans un énorme événement comme peut l'être le Tour de France. Ça permet d'avoir une super visibilité. Lorsque vous avez un message de paix par le sport à passer, il faut avoir de la médiatisation et le Tour de France ne peut pas être une meilleure organisation pour faire passer le message. Effectivement, c'est une formidable fenêtre médiatique pour votre organisation et les valeurs qu'elle promeut. Évidemment, et au-delà des valeurs qu'elle promeut, le fait de faire l'étape avec des athlètes et des organisations de la société civile, ça montre l'union qu'on peut avoir avec l'ensemble des acteurs de la Principauté et de la métropole niçoise. Et après le Tour, donc, il y aura les Jeux de Paris. Là aussi, j'imagine que l'on va entendre parler de Peace and Sport, ses missions et ses actions. Alors évidemment, on va intervenir sur un certain nombre de conférences pendant les Jeux, où on va parler de paix par le sport, mais on a aussi des champions de la paix qui vont participer. Je pense à Rude de la Côte d'Ivoire, à Tchèque Cissé, et un certain nombre d'athlètes que nous allons suivre tout particulièrement. On rappelle donc le grand rendez-vous de dimanche. Alors c'est à partir de 8h45 pour un petit déjeuner d'accueil et à 10h pour le départ de Roulons pour la paix. Merci Jean-Jérôme Perrin-Mortier. Merci à vous. Le 75e gala de la Croix-Rouge monégasque se déroulera ce soir, salle des Étoiles. À cette occasion, un membre du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, le professeur Alexis Keller est en principauté. Émilie Terrasson, Clélia Renaud et Olivier Bonello l'ont rencontré. Le mouvement, ce sont ces deux piliers, Croix-Rouge nationale et CICR. Et ensemble, nous travaillons étroitement. Nous travaillons étroitement sur le terrain, c'est-à-dire que lorsque nous agissons en Ukraine, à Gaza, au Yémen, au Soudan, nous travaillons avec les Croix-Rouges nationales. Et puis dans certains pays d'Afrique, nous travaillons avec la Croix-Rouge monégasque, notamment au Burkina Faso, comme vous le savez. Nous sommes également présents en Arménie et la Croix-Rouge monégasque a travaillé avec nous sur le dossier arménien. Donc nous collaborons extrêmement bien avec les Croix-Rouges nationales, dont la Croix-Rouge monégasque, qui est d'ailleurs, je dois vous le dire, un pilier des sociétés nationales de Croix-Rouge. La Croix-Rouge monégasque et le CICR qui travaillent ensemble depuis 1948 dans certaines zones de conflit. De la musique classique à présent, les concerts d'été au Palais Princier sont toujours des événements. Les spectateurs ont pu apprécier hier soir tout le talent de la violoniste Maria Dueñas et le chef d'orchestre Cristian Mancelarú. C'est lui qui dirigeait l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo après le concert du 14 juillet à Paris et avant l'ouverture des Jeux Olympiques. José Sacré. Au Palais Princier, dans la cour d'honneur archicomble, Maria Dueñas, violoniste espagnole de 22 ans, a interprété avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Cristian Mancelarú le concerto pour violon numéro 1 en sol mineur de Max Bruch. Maria Dueñas, I have wanted to collaborate with her for a long time because she is really, truly a spectacular superstar now in ascent. And when Didier said that she's available, I said, absolutely, this is what we want. I love Max Bruch's music. It's music that is in some ways similar to Brahms. It's from the same idea, same concept, but it has its own unique character, and the way he creates melodies like this concerto is extraordinary. And he was upset because, this became the one piece that everyone knew him by. And he said, I've written other things. And people said, no, the G minor, that's the best one. Tchaïkovski était aussi au programme de ce concert dans la cour d'honneur du Palais Princier, avec le poème symphonique Francesca da Rimini et le célébrissime capriccio italien que le public a peut-être fredonné discrètement pendant le concert. Exactly. Pam, pim, pam, piram, pam, pam. Yes, and that was the idea. I wanted everyone to go home singing and humming to themselves a beautiful melody.
Prochain concert dans la cour d'honneur du Palais Princier, les 26 et 28 juillet prochains, avec un invité d'honneur, le chef d'orchestre Ricardo Muti. Il y a 500 ans, Monaco se plaçait sous tutelle espagnole pour marquer l'anniversaire du traité de Burgos. L'association numismatique de Monaco dévoile un timbre réalisé par Delphine Lanzara qui représente la monnaie de l'époque. Alban Jean-Jambre et Thomas Deus nous le font découvrir. C'est ce coup de crayon qui a élaboré un timbre un peu spécial. Mis en circulation sous 50 000 exemplaires, le cachet commémore les 500 ans du traité de Burgos qui plaçait alors Monaco sous tutelle espagnole. Pour le réaliser, cet artiste s'est inspiré de plusieurs éléments. La photo de la pièce avec l'effigie de Charles Quint, également les anciennes cartes, des photos également des pièces qui circulaient à l'époque. Et donc à partir de ces éléments, j'ai essayé d'imaginer une composition. D'habitude, je travaille avec de la peinture à l'huile sur toile. Et là, j'ai opté plutôt pour un dessin au crayon avec de l'aquarelle et des crayons aquarellables, justement parce qu'il y a un relief à donner, un effet de grain. Et c'est la technique que j'ai utilisée. Il fallait que le dessin puisse être réduit à une toute petite taille. Donc il ne fallait pas trop de détails, il fallait qu'on puisse distinguer quand même l'image globale, même sur un tout petit format. Ce timbre, décliné en affiche et en carte postale, sera exposé lors de la 30e bourse numismatique. C'est le cas de cette médaille réalisée elle aussi pour l'événement. On ne connaît pas de visage d'Augustin Grimaldi, mais par contre on connaît son sceau. Donc j'ai retrouvé le sceau sur les archives monégasques et j'ai reproduit Charles Quint avec le sceau pour faire un ensemble sur Monaco. Rendez-vous le 27 octobre à l'hôtel du Méridien pour découvrir toutes sortes de pièces et cartes postales en provenance de toute l'Europe. Après son nouveau maillot domicile, l'AS Monaco dévoile sa tenue extérieure pour la saison du centenaire du club. D'une couleur verte, elle arbore plusieurs motifs représentant des éléments emblématiques de la principauté, des vues aériennes du stade Louis II et la tapisserie de la salle du trône, reliée par des losanges rappelant les armoiries de la famille Grimaldi. Le championnat de Ligue 1 reprend le 18 août avec Monaco-Saint-Étienne, suivi de Lyon-Monaco. On passe à la météo de ce samedi, au programme du soleil et encore de la chaleur. Bonsoir Sarah Inkari. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Nous aurons un début de week-end sous le ciel bleu. Du côté des températures, elles seront similaires à celles d'aujourd'hui, avec une moyenne de 25 degrés le matin et 30 l'après-midi. Ces températures sont prises à l'ombre et le ressenti au soleil frôlera les 40 degrés. Alors protégez-vous. Notez enfin que nous fêterons demain les Marinas. Merci Sarah, on se quitte avec les photos de l'expo La Flamme Olympique au fil du temps à découvrir au Grimaldi Forum. 40 torches de Berlin 1936 à Paris 2024, provenant de la collection privée du Prince Albert II, à découvrir jusqu'au 18 août. Photo signée Stéphane Dana. Excellente soirée, à demain.